Salut les amis et bienvenue dans votre Club Foot Hebdo. Oui, Club Foot cette semaine, pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une spéciale. Nous allons regrouper votre Club Malherbe et votre Club Hack ensemble pour vous offrir le meilleur du futur derby qui va avoir lieu lundi soir 15 mars à partir de 20h45. On vous le rappelle d'ores et déjà, derby à suivre sur tendanceouest.com en direct et en intégralité. Mais il va y avoir un avant derby et il y a déjà eu un avant derby. Pour en parler avec nous aujourd'hui, Maxime Lenormand de Malherbe Inside. Salut Maxime. Salut Sylvain, salut à tous. Salut à toi Gilles Dubénil des activistes. Salut Sylvain, bonjour à tous les auditeurs. Et salut à toi Mathieu Billot du foot normand. Salut Sylvain, salut à tous. Bon messieurs, enfin un petit peu de peps, enfin des rayons de soleil. Je parle pas du temps qu'il fait parce que la température reste très fraîche aussi en Normandie et elle reste très fraîche sur la Ligue 2 et sur l'état des deux clubs de Normandie justement, le Hack et le Stade Malherbe de Caen, 12e et 14e de cette Ligue 2 avec des dynamiques pour le moins compliquées pour les uns et pour les autres, mais il va y avoir derby, on a envie de se mettre dedans, on a envie d'y croire dans ce derby, on a envie de se faire une petite parenthèse sympa et c'est pour ça aussi qu'on va essayer d'analyser tous les tenants et aboutissants de ce derby et qu'il l'a fait ces derniers jours, analyser tout cela avec en prime les deux entraîneurs. C'est Mathieu Billot du foot normand, vous avez sorti dans votre nouvelle édition de ce mois-ci les interviews de Pascal Duprat et de Paul Le Guen, interview croisée. Mathieu, déjà il nous raconte quoi dans ces deux interviews, ces deux entraîneurs? Ils racontent surtout, hormis leur passage en commun à Brest dans les années 80, on parle surtout de la saison et des objectifs et de leur inquiétude possible sur la fin de saison et du décalage avec les attentes des supporters. Ça tourne principalement autour de ça, chacun de leur côté, quoi. Ça tourne autour de ça, mais il y a quand même aussi deux versions de cette saison vécue. Un qui finalement serait content qu'il y ait un maintien, je le cite, et l'autre qui est un peu dans le sens inverse quand même, racontez-nous. Non, mais Paul Le Guen raconte qu'il est inquiet pour la fin de saison, plus inquiet que Pascal Duprat, qu'il est inquiet depuis le début de la saison, que son groupe n'a pas de marge. Et du coup, aujourd'hui, à l'instant T, l'objectif, c'est grosso modo, c'est le maintien. Et s'ils y arrivent, il le dit, il dit qu'il serait fier, parce que visiblement, la saison est aussi très compliquée en interne, qui sent que son groupe est très, très limite, offensivement, qu'il n'y a pas beaucoup de solutions, qu'il y a une forme d'impuissance, il emploie ce terme-là. Et donc, tout ça s'ajoute aussi avec un calendrier assez compliqué qui se présente pour la fin de saison. Voilà, et donc pour Pascal Duprat, voilà. Alors je vous arrête avant de passer à Pascal Duprat, moi je veux faire réagir Gilles Duménil là-dessus. Est-ce que vous entendez, Gilles, en tant que supporter, ce genre de propos de la part de l'entraîneur? C'est inaudible. C'est inaudible parce que c'est en contradiction avec le discours qu'on nous tient depuis le début de la saison. Donc c'est de là en fait que vient le souci. C'est on appelait de nos voeux dans les activistes à ce que les dirigeants à un moment prennent la parole et disent cette année on va pas monter. Si Paul Le Guen le sentait dès le départ, c'était le plus tôt qu'il fallait dire bon cette année ça va être vraiment compliqué. Et il le montre bien par le non remplacement à qualité pas forcément égal parce que ça aurait été difficile, mais au moins d'un certain niveau, des joueurs qui sont partis. Et effectivement, il n'y a rien eu, il n'y a pas eu d'attaquant, les joueurs arrivés étaient mis sur le banc, en réserve, ou ne jouaient quasiment pas pour diverses raisons. Et à la fin, la seule recrue qui réussit à sortir son épingle du jeu, c'est Pierre Gibaud, qu'on ne connaissait pas vraiment. Et mis à part ça, Quentin Cornet, il est abonné au banc, Nolan Mbemba, il est abonné au banc, et Nabil Alioui ne réussit pas à s'imposer dans l'effectif. Quand ton recrutement est raté, c'est logique que ça dérape, mais on ne pensait pas que ça patinerait à ce point-là. Alors ça patine sévèrement au Havre du côté de Caen. Qu'est-ce qu'il en dit Pascal Duprat dans cette interview croisée, Mathieu? Pascal Duprat, il dit qu'il faut être inquiet, mais de manière, on va dire, mesurée, parce que l'inquiétude peut générer de la crispation, comme il le dit, et donc compliquer les choses. Et il avance l'argument que de toute façon, pour lui, cette saison, ce n'est pas un échec, parce qu'au début de saison, les dirigeants ne lui ont pas fixé d'objectif, sous-entendant déjà qu'il savait bien que ce groupe-là n'avait peut-être pas le potentiel pour prétendre à la montée au barrage. Donc pour lui, ce n'est pas un échec. Donc il est un peu moins inquiet que son homologue à vrai sur la situation de son équipe. Même question pour vous, Maxime Lenormand de Malherbe Inside. Est-ce que vous entendez ce genre de propos de la part de Pascal Duprat?
Alors, il a raison sur le fait qu'aucun objectif ne lui a réellement été fixé pour cette année. Dans les interviews de Piqueux ou de Capton, on évoquait plutôt une montée sur 3 à 4 ans à un peu plus long terme. Sinon, je trouve que c'est quand même un petit peu facile de se dédouaner de la sorte. C'est-à-dire que même s'il s'agissait d'une saison de transition, rien n'empêche Pascal Duprat et les joueurs de se prendre dans le vestiaire et de se dire, voilà les gars, notre objectif cette saison, ça va être d'aller chercher ce top 5, on va se le fixer. Voilà, c'est un petit peu facile, je trouve, de se cacher derrière un objectif qui ne lui aurait pas été fixé pour justifier quand même. On ne parle pas d'une 7e ou 8e place, on parle pour l'instant d'une 12e place avec un fond de jeu qui est quand même vraiment pas à la hauteur de ce qu'on aurait pu attendre. Et qui est surtout moins bon que la saison dernière. Pascal Duprat était déjà. Messieurs, on va plonger dans ce derby maintenant après ce préambule en compagnie des deux entraîneurs. Qu'est-ce qu'on peut en attendre, Gilles Duménil, de ce derby quand on est ciel et marine? Pas plus que ça par rapport aux autres matchs. Moi, j'appelle ce derby le nullico, au fond du trou en ce moment, entre nous qui entamons des séries sans marquer. Hein. Un but dans le jeu sur les 12 derniers matchs depuis donc la reprise en 2021, et c'était un but de l'épaule de Jamal Thierry. Voilà, donc déjà, niveau offensivement, c'est pas terrible. Et face à un Malherbe qui lui aussi a de grosses difficultés en termes de résultats, on n'en attend pas plus que d'essayer de prendre 3 des 7 à 8 points qui nous manquent pour nous maintenir et de vite oublier cette saison bien décevante à beaucoup d'égards. Côté Malherbe, on en attend quoi, Maxime Lenormand de Malherbe Inside? Force est de constater que c'est un derby qui va se dérouler dans un contexte à la fois sportif et sanitaire assez spécial. Sportif parce que ce sont deux équipes qui sont assez loin des standards qu'on leur prêtait au début de saison. 12 et 13e, donc forcément l'enjeu est moindre que si les deux équipes jouaient la montée. Et puis évidemment sanitaire, parce que j'ai envie de vous dire, Sylvain, qu'un derby sans supporters, c'est un peu comme un sorbet aux pommes sans calva, quoi. Ça va être quand même, ça va manquer un petit peu de saveur, d'Ornano à huis clos. Donc c'est sûr que c'est pas le derby le plus enthousiasmant de l'histoire des derbys entre Caen et Le Havre qui nous attend, je pense. Alors pas enthousiasmant, mais il va bien falloir quand même en faire quelque chose de ce derby parce que c'est un match à jouer. Dans les 10 derniers qu'il reste cette saison, il y a des points à prendre. Alors sans mauvaise blague, Mathieu Billot, on a presque envie de dire que les deux seraient capables de le perdre, ce match-là. On est surtout tenté de dire que le perdant pourrait se retrouver en difficulté. Au regard de maintenant ces deux équipes qui n'ont plus que 8 points d'avance sur le barragiste, avec chacune des calendriers très compliqués dans les 9 journées qui suivront. Pour moi, c'est clairement un match du maintien. Il ne faut pas tourner autour du pot. Le vainqueur prendra une bonne bouffée d'oxygène et assurera peut-être un petit peu définitivement le renouvellement de son bail en Ligue 2. Le perdant sera en grand danger. Ou alors, il faudra compter sur les autres équipes qui tournent pas très fort. Parce que c'est vrai que la moyenne de points du barragiste actuellement Guingamp, s'ils maintiennent ce rythme, ils arrivent à 36 points à la 38e journée. Donc, autant dire, c'est pas foufou. Mais attention, on a vu quand même quelques équipes du bas de tableau se réveiller ces dernières semaines. Il n'est pas exclu que Guingamp ou que Chambly fassent de même. Le réveil, il va bien falloir qu'il sonne et pour l'un et pour l'autre, justement pour assurer ce maintien du côté canet et du côté havrais. On le voit dans l'histoire des derbies, Maxime Lenormand, entre Caen et Le Havre, côté canet, ça penche plutôt en faveur des canets, sauf la grande année dont Gilles va nous parler forcément dans quelques secondes maintenant, où Tino Kadewere était venu exploser le Stade Malherbe à lui tout seul. Mais dans l'ensemble, à domicile et à Caen, ça tourne plutôt à l'avantage des Canets. Oui, dans l'ensemble, on a 13 victoires pour Caen et 5 victoires pour Le Havre globalement, je crois, depuis le début des années professionnelles du Stade Malherbe. Donc oui, ça va être un derby, je pense effectivement, comme l'a dit Mathieu, l'enjeu pour les Canets, ça va être de retrouver cette motivation. Parce que pour autant, depuis le début de saison, on n'avait pas grand-chose à reprocher aux joueurs en termes d'investissement. Ça mouillait plutôt le maillot sur le terrain, même si c'était pas toujours beau à voir. Je trouve que depuis 2 matchs, ça laisse à désirer. Donc on peut évidemment critiquer Pascal Duprat, mais du côté des joueurs, il serait bon aussi de se reprendre en main parce qu'effectivement, comme l'a dit Mathieu, encore une fois, malheur aux perdants. Ces deux équipes qui ont des trajectoires similaires en début de saison, avec un début plutôt correct, puis une petite dégringolade
d'abord pour le Havre et rapidement rejoint par Caen. 8 victoires, 10 nuls, 10 défaites pour les deux équipes. Mathieu disait malheur aux perdants. Je crois que finalement ça va se finir sur un nul, mais Match nul, Gilles Duménil, vous signez, c'est ça l'idée? Pour un nul, oui. Bah déjà qu'on essaie de marquer des buts, nous, à notre niveau. 22 buts marqués en 28 matchs. Deuxième pire attaque de Ligue 2. Donc 4 CSC, 4 pénaltys aussi. C'est quand même le signe d'une équipe où il faut regarder les matchs avec le Lexomil à côté pour essayer d'aller au bout. Et essayer au moins pour que cette saison, le HAC réussisse le challenge au haro. Le challenge au haro, ça consiste en fait à savoir est-ce que le HAC marquera autant que Guillaume O'Haraud lors de sa grande année de Ligue 2, c'est-à-dire 28 buts. Pour le moment, c'est pas fait. Et on ne sait pas encore si on compte seulement les buts marqués par les Havrais ou si on inclut CSC. CSC on qui se motive est devenu... comme on peut, je vois. non, mais alors, les Canets, vous vous plaignez de l'état du club en ce moment, mais nos amis havrais sont quand même relativement pas bien non plus. Gilles, est-ce qu'on peut escompter quand même que ça donne un petit peu de peps, cette notion de derby quand même, ou est-ce que les joueurs s'en fichent totalement selon vous? Non, je pense pas qu'ils s'en fichent royalement. Ça a toujours. On essaie de se motiver comme on peut. Parce que par déduction, excusez-moi, mais ça voudrait dire aussi que dans les yeux des supporters, on s'en fiche aussi. Et c'est un peu plus dérangeant pour du coup. Je crois qu'au niveau des supporters, ça passe quand même au deuxième plan, ce derby. L'objectif, c'est déjà d'en finir avec cette année parce que vraiment, on n'en peut plus. Ah, mais on peut pas aller plus vite que la musique. Il restera toujours 8 journées derrière, quoi. Oui, c'est ça. Mais essayer d'assurer au plus vite les points pour pouvoir ensuite intégrer peut-être des jeunes, même si Paul Le Guen considère qu'ils n'ont pas le niveau. Ah, donc là, ça va commencer à poser des problèmes sur l'avenir qu'on a au niveau du recrutement, parce que là, tel qu'on est, on fait le débrief de qui on garde, qui on laisse partir, et qui peut potentiellement partir, car il a une valeur marchande qui sera trop intéressante. Je pense à des joueurs comme Meras et Mayembo, qui étaient à la cave et qui s'est bien révélé cette année. Ouais, Mayembo, on l'a dit d'ailleurs dans les 2-3 dernières émissions Club Hack, c'est une des vraies satisfactions de cette équipe havraise. Vous le sentez comment, vous, ce match, Mathieu? Ça va être... on rigole et on plaisante en disant ça va faire match nul ou au mieux les deux équipes vont perdre. Mais moi j'ai presque envie de croire que ça peut peut-être être un début de quelque chose pour ces deux formations, non? Au moins dans l'abord du match. Début de quelque chose, ça serait bien prématuré de dire ça. Non, en plus c'est un peu compliqué parce que c'était un match qui arrive quand même après une coupure assez longue en plein milieu de la saison. Comme les deux équipes étaient éliminées en Coupe de France, le match est décalé au lundi. Donc ça fait quasiment 2 semaines sans match. Donc on ne sait pas trop comment les deux équipes restent sur des défaites. On ne sait pas trop comment ils vont l'aborder. Il faudra voir aussi les forces en présence. Parce que le Havre pourrait être extrêmement diminué, notamment devant. Il faudra voir si Jamal Thierry notamment pourra tenir son rang. Gilles, je vous vois opiner du chef, c'est vrai ça? Est très incertain apparemment à cause d'une fracture de la main, et Khalid Boutaïb est déjà suspendu pour accumulation de cartons jaunes. Donc on pourrait avoir en attaque le revenant Hervé Basile. Contre son ancien club. Mathieu, poursuivez sur l'état des forces en présence. Ouais, alors à l'inverse, quand je crois que Hugo Van der Merch sera suspendu, mais peut-être on évoque le retour de Rémi Rioux qui a retrouvé les séances collectives en fin de semaine dernière, qui a participé à une oppo interne vendredi. Voilà, on se rappelle qu'au match aller, déjà le Havre était extrêmement diminué. C'était Imad Abdelli qui jouait en espèce de faux numéro 9, qui avait marqué d'ailleurs. Un très bon match. Imad Abdelli ne sera pas là, parce qu'il a été opéré du ménisque et qu'il est en phase de reprise. Donc il y a ça aussi, il y a le plan de jeu. Bon, voilà, les dynamiques, Caen est à domicile quand même, donc on est tenté de dire que ça sera peut-être à Caen de prendre un petit peu plus le match en main. Bon, bien difficile de... C'est quand même pas la spécialité des malherbistes, ça, Mathieu, de prendre le match en main. C'est souvent, enfin, ils tentent de le faire, mais c'est souvent stérile, c'est ça. D'où ma conclusion, ils sont pas spécialistes de l'affaire. Ils essayent, mais ça marche pas souvent. Non, mais après, de toute façon, on va arriver à la c'est quoi, c'est la J29, je crois, le derby. Il n'y a pas de secret. Quand vous vous retrouvez 12e et 14e au bout de 29 journées, c'est pas une erreur de parcours, c'est que vous avez rencontré des difficultés quelque part. Enfin, compte tenu du
du soi-disant pédigré des deux clubs. Donc après, ça peut très bien faire 4-4, même si j'y mettrai pas un euro, bien entendu. Comme un Alors bon 2-0-0 mettons-y 50 centimes d'euros. Plus il y aura de buts, plus ça peut apporter quelque chose aux deux formations. Bah, pour le Havre, peut-être, parce que c'est vrai que le Havre a aussi cette difficulté à se créer des occasions et à marquer, notamment dans le jeu. Donc, il serait peut-être plus preneur d'un match nul de 2 qu'un énième 0-0. Pour Caen, je ne sais pas si ça ferait éventuellement. Et il y a aussi une chose, un paramètre, c'est que lundi soir, les deux équipes joueront forcément avec les résultats de tous les autres. Donc, connaîtront la dangerosité en fait, de ce derby. Parce que si Guingamp et Chambly perdent samedi, le derby prend un peu moins de valeur du côté maintien. Maxime. Si on n'est pas trop con, ouais. Non, faut pas dire cette phrase quand on est à Malherbe. C'est interdit, c'est interdit. Alors, je laisse le soin aux spécialistes de reprendre cette petite phrase que vient de dire Maxime Lenormand et d'en faire la traduction vous-même. Maxime, revenons à cette rencontre. Pour les Canets, un 2-2 ou un 3-3, est-ce que ça changerait quelque chose ou pas du tout? Non, moi je prends tous les jours un 2-2 ou un 3-3 plutôt qu'un 0-0. En tout cas, rien que pour le spectacle, c'est quand même pas ce qui a débordé cette saison. Donc oui. D'où ma logique de parenthèse qui pourrait peut-être intervenir dans une saison très très morose, pour ne pas dire autre chose, dans les deux formations. Est-ce qu'on peut avoir ce miracle, ce beau match, ce moment dont on va se souvenir dans une saison? Moi, j'ai du mal à y croire. Après, Mathieu évoquait un paramètre important, c'est effectivement qu'on va connaître les résultats des équipes mal classées avant. Donc, si effectivement Guingamp et Chambly gagnent, à mon avis, on aura plutôt un match fermé. Peut-être que notre chance de voir des buts et un petit peu plus de relâchement, ce serait que les équipes aient perdu. Les équipes derrière aient perdu. Alors là, peut-être que je sais pas, les joueurs seraient un petit peu plus libérés. À ce stade-là, on n'en est même plus à du relâchement, messieurs. C'est-à-dire qu'on est déjà relâché, en fait, là. C'est ça le truc. Oui, non, mais oui. Non, mais alors, ça serait plutôt se lâcher. Ce serait plutôt lâcher les chevaux, y aller. Franchement, c'est vrai que voilà, c'est tristounet, quoi. C'est tristounet dans le jeu. On fait des passes, etc. On est presque revenu à l'ère Rue Almeida, quoi. C'est un 3-5-2 avec Gonçalves en piston. Ça fait tourner derrière, on a la possession, etc. Mais il n'y a pas d'occasion. On se fait chier, quoi. Désolé de le dire comme ça. Mais voilà. Oui, bien sûr. Que Gilles. Donc c'est dommage parce que bon, évidemment on savait que ce serait une année de transition, etc. Mais à ce point-là, non, c'est ça l'idée. C'est à ce point-là, voilà, non. à ce point-là, non. Et puis on a très 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 hâte que ça se termine, qu'on puisse vraiment voir ce que va donner ce projet la saison prochaine, quoi. Justement, on va y venir. Dans la dernière partie de cette spéciale derby, on va se pencher sur l'état hors terrain de nos deux clubs normands. C'est l'occasion aussi, puisque on va considérer quand même qu'il faut rester optimiste, que les deux vont se maintenir en Ligue 2, même si la saison restera et pour l'un et pour l'autre extrêmement compliquée. On va commencer avec le HAC et avec vous, Gilles Duménil. Vous en faites quoi comme projection de ces 4-5 prochains mois au sein du HAC? Il va se passer quoi? Il doit se passer quoi? Il doit se passer ce qu'il aurait dû se passer depuis janvier de l'année dernière, c'est-à-dire préparer la saison suivante pour envisager quelque chose de mieux que ce qu'on a eu. Mais quand on voit le gâchis intégral qu'a été la succession, entre autres, de Tino Kadewere sur l'année 2020, j'ose espérer qu'il y a eu quelques changements de mentalité. Mais quand je vois que Pierre Ventier fait le même constat 2 ans après son arrivée, ici on est dans le confort. Ah oui, mais qu'est-ce que tu as fait, toi? C'était à toi de secouer le cocotier et que tout le monde se porte pas plus mal, qu'on dit pas clairement les choses, que les recrutements se font par agent. On était parti sur une année de potentielle montée, selon vous, Gilles? On n'a jamais dit qu'on n'était pas dans l'objectif de la montée, et Vincent Volpe a toujours dit à son niveau que tous les ans, il visait la montée. À partir du moment qu'il ne dit pas autre chose, les supporters, ils restent dans cet objectif-là. Et vous vous sentez floué, vous vous sentez peut-être pas, on va pas aller jusqu'à trahi, mais pris pour des idiots parce qu'on va pas faire de coupe au montage, mais c'est uniquement, on aurait juste aimé que si on nous avait dit que cette année, ça va être dur, pas de problème. On est assez intelligent pour comprendre qu'il peut y avoir des
les conséquences au Covid et qu'on anticipe le fait que ça va être encore plus dur cette année. Mais à partir du moment que ça n'a pas été dit, on ne peut pas reprocher aux supporters de réagir comme si ça avait été dit. Et effectivement, vous avez raison, et vous connaissez bien l'émission, Gilles. Il n'y aura pas de coupe au montage, effectivement. Du côté canet, Mathieu, on est plongé du côté canet dans quelque chose que les Havrais ne connaissent pas et que le Stade Malherbe connaît depuis la première fois de son histoire professionnelle, à savoir un plan de sauvegarde de l'emploi, un PSE, avec des réunions qui succèdent conformément à la loi, qui devrait, selon toute vraisemblance, voir son aboutissement dans le mois de mai, début du mois de juin. On en est où de tout ça, Mathieu ? On en est où ? On en est que les représentants du personnel et la direction du club, entre guillemets, négocient pour déterminer le nombre de postes en CDI qui seront ciblés par ce PSE et les personnes qui seront concernées. Tout ça devant être approuvé par les services de l'État derrière. Donc c'est très long, c'est très complexe. Visiblement, c'est encore plus long et plus complexe qu'on pouvait l'imaginer au départ. C'est surtout que vous comme moi avons les mêmes informations à ce sujet, c'est que les services de l'État pour le moment sont pas forcément très favorables au plan présenté. La première copie visiblement demande à être revue sur certains points. Donc après c'est peut-être aussi quelque chose de normal dans des plans de cette envergure-là. C'est quand même pas anodin. On parle 20-25 départs en CDI, c'est quand même pas... sur 64, on est très exactement sur 27 départs sur 64 CDI au club, mais il faut rentrer évidemment dans les baisses de budget différents paramètres, et là c'est les directions d'État qui se chargent de les rentrer, ces paramètres. Oui, et puis ça reste un club de football, donc ce n'est pas une entreprise comme une autre. On sait tous que c'est forcément l'effectif et la masse salariale de l'effectif qui pèse le plus dans le budget du club, mais comme dans tous les budgets de tous les clubs. Donc voilà, on sait tous, c'est une réflexion un peu bête, mais vous vous séparez d'un joueur, vous faites des économies à l'échelle d'une année qui sont impressionnantes. Donc voilà, sauf que le joueur, vous ne pouvez pas vous en séparer comme ça, il est sous contrat en CDD, donc déjà il ne rentre pas dans le cadre du PSE déjà, il a un contrat, personne n'a forcé le club à faire signer tel joueur, voilà, donc une fois que vous avez fait signer le joueur, il faut assumer et tenir ses engagements jusqu'au bout. Donc là effectivement ça va tenir, je pense que ça va tenir jusqu'à mi-mai, voire fin mai, et donc après il faudra voir en fonction des départs ce qui restera. Les services administratifs du club, c'est quand même une partie pour le grand public qui reste non visible, entre guillemets, qu'il y ait 3 comptables ou une comptable. Après, pour le quotidien du club, ça peut quand même avoir des conséquences. Non, mais absolument, de toute évidence. Et c'est encore plus pour le centre de formation qui a besoin énormément de force vive et qui va s'en trouver forcément amputé. Voilà, moi ce que j'ai cru comprendre, c'était notamment ce qu'on appelle la vie au centre. Donc c'est toute la partie qui est non sportive, qui est principalement visée. Surtout que c'était une partie qui était très développée au Stade Malherbe, qui était reconnue pour sa qualité. Là, visiblement, Malherbe n'a plus les moyens tout simplement de faire ça. On le rappelle, il faut être clair, on est passé de 100 salariés en 2014 dans l'entreprise de Stade Malherbe de Caen à 152 en 2019. Et un chiffre qui s'est maintenu dans ces eaux-là sur 2020. Il est évident que l'on parlait de Ligue 1 avec des budgets globaux aux alentours de 30 millions d'euros. Aujourd'hui, la Ligue 2, ce n'est plus du tout ça. Et on en est même extrêmement loin, avec toutefois ces salaires à supporter. Donc, il est évident que, oui, les services de l'État sont peut-être un peu durs, mais sont totalement dans leur rôle, parce qu'il y a une sauvegarde globale d'entreprise à faire. C'est surtout ça, messieurs. Mais c'est une étape importante. Après, vous avez une descente en Ligue 1, de Ligue 1 en Ligue 2, surtout quand vous avez passé un peu de temps en Ligue 1, comme c'est le cas pour le Stade Malherbe, et donc vous avez pris, entre guillemets, un train de vie de Ligue 1. Ça a des conséquences avec une dernière année qui, sur le plan sportif et économique, a été pas loin d'être catastrophique. Donc voilà, là, vous en payez encore le prix en ce moment. Et vous risquez peut-être d'en subir les conséquences encore pendant 1, 2, voire 3 ans. Justement, j'allais vous parler de ça, Maxime Lenormand. Il ne faut pas croire qu'au mois de juin, une fois le PSE terminé, tout va redevenir comme avant et tout sera rose au Stade Malherbe. Ah non, bien sûr que non. Ça va. C'est un projet sur le long terme. De toute façon, la première étape, alors moi je ne connais pas les détails de ce PSE, donc je ne vais pas trop m'immiscer là-dedans, mais c'est vrai que ça faisait partie des étapes, en tout cas annoncées comme nécessaires par la nouvelle direction.
Et puis après, il y aura tout ce qui est volet sportif, parce qu'on a effectivement parlé des salariés invisibles, mais il y a aussi les salariés joueurs, pardon, avec des gros salaires. Je pense à Prince Onyangé, à Yacine Bamou, qui s'est blessé en plus alors qu'il avait quelques contacts à l'étranger. Il s'est blessé, ça va pas Ouais, arranger enfin les entre choses. nous, Yacine Bamous, ça fait depuis qu'il est arrivé. À chaque mercato, il a des contacts à l'étranger et à chaque fois, il s'en va pas. Hein. Mais je pense que le club regrette peut-être un petit peu de ne pas l'avoir laissé filer, à mon avis, cet été. Alors, c'était peut-être un peu plus compliqué que ça, mais maintenant, ça va être en tout cas plus difficile de trouver de trouver Impossible. preneur. Impossible. Ouais. Il a un tendon d'Achille rompu. Il y a aucun joueur qui va le faire venir. Aucun joueur, aucun club, pardon. Qu'est-ce que je raconte? Donc voilà, ajouter à ça le nombre de retours de prêt. Alors, il y a quelques options d'achat par-ci par-là. Je ne sais pas exactement ce qui va se passer pour les joueurs, mais on a au moins 5, 6, voire 7 joueurs prêtés. J'ai plus le compte en tête. Donc ça fait, voilà, Mathieu, ça vous va. avez le compte précis. On a 31 joueurs sous contrat professionnel du côté du Stade Je crois Malherbe que cette saison, c'est 6 ça? ou 7 joueurs prêtés. Non, mais c'est pas loin de 40 avec les prêtés. Vous en avez Avec les quasiment prêtés, huit. oui, avec les prêtés, oui, bien sûr. C'est pas loin de Vous 40. ferez peut-être signer un ou deux premiers contrats pro aussi. Donc voilà. Donc après, vous avez 5 ou 6 joueurs en fin de contrat. Donc vous serez encore une fois sur une jauge très très haute d'effectifs. Vous Il va encore partirez, falloir, là, l'objectif c'était 28 joueurs, il va encore falloir dégraisser, un peu comme on peut. Alors effectivement, prêter les jeunes, c'est bien, mais bon, ils reviennent chaque année, donc il faut recommencer. Et puis, il faut essayer, mais c'est très, 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 très compliqué de se séparer des plus gros salaires qui pèsent sur la masse salariale du club. Un petit regard du côté du nord de la Seine, justement, sur cette situation au Stade Malherbe. Du côté du HAC, Gilles Duménil, on n'a pas ce genre de problème, fort heureusement pour vous. Comment on l'analyse? Avec déjà beaucoup de compassion pour ceux qui seront amenés à partir. Déjà, c'est un regard déjà d'être humain vis-à-vis de la situation difficile du personnel qui, lui, fait bien son travail et qui va se retrouver sur le carreau. Et puis ensuite, à la gestion, déjà, on se demande déjà comment, quand j'entends 40 joueurs professionnels sous contrat, je me dis, mais à quel moment ça a dérivé? Et on se dit que peut-être que s'il y avait au niveau du règlement un verrouillage du nombre de contrats avec une limitation du nombre de contrats, comme il était le cas il y a plusieurs années, et la possibilité aussi, et ça je milite, que les contrats des jeunes ne soient plus limités à 3 ans, mais à 5 ans pour leur permettre vraiment de pouvoir s'installer dans la durée avec leur premier club. Ça pourrait permettre justement d'éviter de faire des erreurs de gestion sur des chevaux en fin de course ou des joueurs sous-payés. Mais le contexte économique qui va venir, on va rentrer dans dans un nouveau paradigme où ceux qui n'ont pas encore compris que le pognon qui coulait à flot, c'est terminé, vont tomber de très haut cet été parce qu'il va y avoir beaucoup de joueurs au chômage et que les plus malins seront ceux qui comprendront qu'il faut revoir leurs prétentions à la baisse le plus vite possible. Une très belle conclusion pour cette émission. Maxime, vous avez intérêt de faire mieux. Allez, c'est parti. Non, je voulais juste rajouter, parce qu'on n'en a pas parlé, qu'il y avait, alors j'ai pas trop d'infos là-dessus, mais là, il y avait aussi une discussion pour la baisse des salaires des joueurs au Stade Malherbe. À voir comment ça peut Ça va pile influer. avec ce que vient de dire Gilles, de toute manière. Voilà. Non, mais c'était juste ce petit point que je voulais rajouter pour être bien complet sur la question. Merci à vous, messieurs. Merci Mathieu Billot, dont on retrouve l'interview croisée des deux entraîneurs de Caen et du Havre en marge de ce derby dans Foot Normand de ce mois-ci en vente dans toutes les bonnes crèmeries. Gilles Duménil, les activistes, c'est chaque semaine. On n'hésite pas à aller voir sur vos réseaux sociaux pour trouver cette émission exclusivement consacrée au Havre Athletic Club, et Maxime Lenormand, c'est chaque jour avec Malherbe Inside, votre site. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous. On se dit forcément à lundi, d'une manière ou d'une autre. N'hésitez pas, tendanceouest.com, match en direct et en intégralité retransmis. Allez, on va mettre haut les cœurs et on va y croire dans ce beau derby qui s'annonce entre le Stade Malherbe de Caen et le HAC. D'ici là, passez une très bonne semaine à l'écoute de Tendance Ouest et sur tendanceouest.com. Salut! Podcast by Tendance Ouest.